Vous m'entendez ou Bonjour pas? madame. Ah si, c'est bien. Bonjour. Bonjour Alexis. Ça va, vous allez bien? Alors que Oui, je regarde un petit peu. ça va. Ça va? Et vous? Oui, ça va et vous? Moi, ça va moyennement et notamment peut-être que je vous lâcherai 2 secondes pendant le cours parce que j'attends un coup de téléphone de mon dentiste pour avoir un rendez-vous en urgence. Donc Ah je vous d'accord. préviens, si jamais mon téléphone sonne, je vous promets, je lâche tout pour être en forme la D'accord. semaine prochaine, sinon ça va pas être terrible. Je voulais regarder D'accord, un petit d'accord. peu combien vous étiez. Ouais, bah, il n'y a pas encore tout le monde. J'ai regardé vos monologues. Je suis très contente de vous. Vous m'avez vraiment fait de très belles choses. Et voilà, j'ai mis de très bonnes notes. Quand j'ai estimé que c'était pas notable, j'ai pas noté quand il y avait pas suffisamment de matière ou voilà. Mais franchement, j'étais très contente de ce que vous m'aviez fait. Et voilà. Et Alexis, je suis très fière de toi. Tu m'as fait un très très beau monologue. Voilà. Merci Bah, madame. je vous rendrai ça la semaine prochaine. Plusieurs petites informations concernant la semaine prochaine. Gilles Marchand est cas contact. Et de ce fait, il ne va pas pouvoir venir la semaine prochaine. Oh bah Donc mince. on est super déçus. On va le faire revenir. Alors je sais plus si c'est le 3 ou 4 mai. C'est un mardi aussi. On va essayer de voir pour qu'il puisse revenir à ce moment-là. Le truc c'est que c'était pas possible avant. C'était un petit peu compliqué entre les 2 secondes. Enfin voilà, c'était pas simple les vacances. Donc normalement il revient le 4 mai. Tout ça pour vous dire que voilà, la semaine prochaine, mardi, vous avez cours. Normalement, on ne pourra pas voir Gilles Marchand. Donc le mercredi, on continue ce qu'on avait commencé. Voilà, voilà. J'avais l'impression d'avoir autre chose à vous dire. Non, bah peut-être pas. Gilles Marchand, non, bah c'est bon. Voilà, bah donc du coup là, on s'est réunis aujourd'hui. Ah si, ça y est, je sais. Aujourd'hui, on termine la tirade d'Antoine. Donc on avait commencé en cours. On va terminer la lecture analytique. Et je vous ai mis sur Scolinfo pour aujourd'hui, donc pour la 2e heure, de lire les documents sur la crise familiale et la crise personnelle. Je vous cache pas que je suis pas contente après moi parce que j'ai voulu faire vite, mais du coup c'est pas bien. Les documents sont difficilement exploitables parce que c'est un peu compliqué. Donc la première partie sur la crise familiale et la crise personnelle, vous allez lire. Vous allez surligner dans vos feuilles ce qui est important. Et ce que vous allez faire, contrairement à ce que j'ai mis sur Scolinfo, je vous ai dit faire une synthèse de ce qui est mis, mais ça va être difficile pour vous. Ce que vous allez me faire, j'aimerais que vous me mettiez sur une dizaine de lignes vos réflexions sur le lien qu'on peut trouver entre une crise familiale et une crise personnelle. Pourquoi est-ce que quand il y a une crise de famille, eh bien très souvent c'est qu'il y a une crise personnelle, et pourquoi l'inverse est vrai aussi. Pourquoi est-ce que quand il y a une crise personnelle, finalement, il y a des remontées au niveau de la famille. Donc vous allez juste réfléchir à ça. Et pour la deuxième partie, là, ça pose pas de problème puisque la deuxième partie, c'était montrer en quoi juste la fin du monde est ressemble à une tragédie à partir de la feuille que je vous ai donnée. Et ça, pour le coup, ça sera plus concret et plus réalisable. Mercredi prochain, donc ça, il faut que ce soit fait sérieusement. Hein. Je nommerai quelques élèves ce soir qui devront me rendre leurs travaux parce que mercredi prochain, oh, il y a du bruit. Ah Ça va? madame, vous entend plus. Ah mince. Madame, on vous entend plus. Ah, mais moi je vous entends super bien. Non, on vous entend encore. Enfin, moi, je vous entends encore. Là, c'est bon? Madame. Ah bon? Bon, alors c'est pas pour tout le monde. Ah mince. Ah bah c'est bon, ça c'est revenu, c'est revenu. C'est revenu? Bon, tout va Oui. bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que mercredi prochain, pendant 2 heures, les 2 heures du mercredi, on va travailler sur la dissertation. Et donc, on va faire une dissertation, on va revoir ensemble. Donc, je vous donnerai des feuilles à lire vendredi pour préparer ce cours de mercredi. Et on utilisera ce que vous avez fait justement sur la crise familiale, la crise personnelle et tout ce que vous aurez fait aussi sur le fait que juste la fin du monde puisse être associée à une tragédie. Donc, tout ce que vous allez faire là après le cours, eh bien, ça vous servira pour mercredi. Et donc, on verra, on mettra en place le cours sur la dissertation pour que vous puissiez vraiment choisir le jour du bac ce que vous avez envie de faire. C'est bon?
Oui, si, concernant les monologues, il m'en manque 2 dans la classe. Voilà, il me manque Stella et puis Marie Billotte. Donc, n'hésitez pas à me l'envoyer aujourd'hui, jeune fille, parce que j'en ai besoin. Et ben voilà, on va prendre la suite de la lecture analytique. Où est-ce qu'on s'était arrêté avec vous? Voilà, vous m'entendez? Oui, non, on vous entend. Oui, oui, Oui. oui. On s'est arrêté au vers 10-11. Oh là, seulement? J'avais l'impression qu'on était allé beaucoup plus loin. D'accord. Non, on s'est arrêté vers 10-11. Donc, verset 10-11, d'accord. Donc, on avait dit que le verset de la ligne 6 à la ligne 14, on était ici dans le mouvement de l'aigreur. Donc, être aigri, c'est vraiment se révolter et accuser le reste du monde, finalement, des erreurs qu'on a pu commettre. Donc, on avait vu que Antoine pensait finalement qu'il n'était pas aimé par sa famille, mais que c'était Louis qui avait le monopole, on va dire, de la souffrance et de la douleur. Et donc, pour Louis, pour quelqu'un comme Louis, finalement, Antoine devait être perçu comme quelqu'un de parfait, de quelqu'un de toujours heureux, et donc quelqu'un qui avait tout l'amour de sa famille. On devait m'aimer trop puisqu'on ne t'aimait pas assez. Donc je reprends de là parce que sinon c'est pas simple. Et on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas. Donc là, ça montre que finalement, évidemment, cet amour, lui, il n'a pas l'impression de l'avoir reçu. On avait discuté là-dessus. On avait dit que bon, ça c'était une sensation très personnelle, que ça voulait pas dire qu'il était moins aimé que son frère, mais que c'est comme ça que lui l'avait ressenti. Et donc le fait que le ton ironique qu'il emploie quand il dit on devait m'aimer trop, évidemment, prend tout son sens quand derrière, il dit on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas et ne me donna plus rien. Donc là, on a une gradation qui montre la perte d'Antoine. Donc il est dans l'ironie et finalement, il ressent qu'on ne l'a plus aimé à partir du départ de Louis. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Tiens, le mot comblé. Donc on va s'arrêter au verset 11. Donc là, on passe dans un autre mouvement. Attendez, vous m'entendez? Je vois qu'il y a des retours. C'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, Normalement, madame. oui. Oui, c'est bon. Donc là, on voit bien que Antoine finalement considère que lui aussi jouait une pièce de théâtre, qu'il était en train de jouer un rôle. Évidemment, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Qui est-ce qui a eu ce ressenti-là aussi? Le personnage de Louis aussi qui joue un rôle. Exactement, on a le personnage de Louis, rappelez-vous, dans le prologue, il dit qu'il jouait un rôle. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Antoine, finalement, a le même sentiment. Et donc, je ne devais jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait et comblé. Donc, les versets 10 et les versets 10 et 11 montrent bien à quel point il sent qu'il avait l'impression d'être en train de jouer un rôle. Et donc, évidemment, ça montre bien que il n'était pas satisfait justement et comblé. Ça insiste bien sur le manque qu'il a connu. Donc au verset 12, on a comme signe en fait Antoine était en train de réfléchir tout seul à haute voix, à être satisfait, comblé. Tiens, le mot comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement. Et donc, Antoine va rebondir sur le mot comblé, comme s'il était en train de réfléchir à haute voix. Ce tiens nous montre bien qu'il n'est pas dans la préméditation, qu'il n'a pas, comment dire, préparé, vous savez, un dialogue, un monologue violent pour l'envoyer à la tête de Louis, mais bien que c'est spontané. Ce tien nous montre le côté spontané. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser, j'ai mon dentiste qui m'appelle, je vous rappelle après. Sinon, ça va les gens?
Oui, oui, excusez-moi, ça y est, je suis de retour. Alors, je pense que vous avez entendu la conversation téléphonique. C'est pas très grave, on n'a pas de secret, il n'y a plus d'intimité entre nous. Voilà, bon, j'ai rendez-vous chez le dentiste demain, j'ai sauvé ma semaine prochaine, tout va bien. Voilà, donc je sais plus du coup où on en était, je suis désolée, je vous ai lâchement abandonné quand j'ai vu mon dentiste téléphoner. On en était, ah oui, au tien, au verset 11. C'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, c'est Oui. bon. Ah Bon. oui, parfaitement. Hein. D'accord. Donc le tien montre bien le côté spontané en fait des revendications d'Antoine. Ça montre bien que finalement il n'a pas réfléchi à l'avance à ce qu'il allait dire. Et donc le tien évidemment induit ici encore une épanorthose. Rappelez-vous cette figure de style qui fait qu'on recherche le mot juste, le mot comblé. Là il va s'intéresser au mot comblé. Il va commencer à réfléchir au mot comblé. Donc, rappelez-vous, épanorthose, c'est E accent aigu, P-A-R-N-O-T-H-O-S-E. Et donc, combler montre bien que, effectivement, aux yeux des autres, il avait l'air satisfait, il avait l'air comblé, mais qu'évidemment, Louis, lui, avait toujours l'air extrêmement triste. En fait, c'est un peu comme si Louis avait le monopole du malheur. Alors que toi, donc là, on a bien une opposition, hein, il s'oppose clairement à Louis, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur. Donc, on a une répétition d'adverbes avec toujours, inexplicablement, donc qui montre le côté continuel de la situation. Tu suais le malheur, donc là, évidemment, on est dans une métaphore qui montre à quel point, finalement, Louis peut être considéré comme un personnage tragique. Tu suais le malheur. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si, c'est là où c'est paradoxal, c'est un petit peu comme si Antoine en voulait à Louis d'avoir le monopole de la douleur. D'accord. Et donc il lui en voulait comment dire, il lui en veut d'avoir le statut du héros tragique. Donc ça c'est un moment extrêmement important puisque c'est assez paradoxal en fait. Il en veut à son frère, oui mais toi t'es toujours le plus malheureux, t'es toujours le plus triste, c'est pas juste. A priori, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc, on voit bien que ce qu'Antoine reproche à Louis, finalement, c'est pas si justifié que ça. Donc, alors que toi, toujours inexplicablement, tu suais le malheur, dont rien ni personne, malgré tous ses efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Donc là, évidemment, on voit bien qu'on rentre dans un registre ici tragique, dont rien ni personne, malgré tous ses efforts. Donc ça montre bien finalement qu'on ne peut pas sortir Louis de la situation dans laquelle en fait il s'est mis tout seul. N'aurait su te distraire et te sauver. Là, on a un parallélisme, te distraire et te sauver, qui montre bien à quel point il est absolument impossible de sortir Louis de cette situation. Te distraire, c'est amener à penser à autre chose, et te sauver, finalement, c'est amener à, comment dire, à réfléchir, à sortir de la situation. Donc Louis, finalement, s'est enfermé dans une situation tragique. Il est nécessairement amené à mourir. Donc ce qui est terrible là dans cette prise de parole, c'est que évidemment c'est atroce parce que Antoine est en train de reprocher à Louis d'être toujours le plus malheureux. Et évidemment, c'est vrai. Et en plus, à ce stade-là, c'est d'autant plus vrai que Louis, finalement, devait annoncer qu'il allait mourir et donc il est forcément dans une situation extrêmement tragique. Et donc là commence le mouvement suivant. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif, tu nous jetas à la tête. Donc verset 16, lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, on a en fait un parallélisme, donc lorsque tu est le verbe, lorsque tu est le verbe à chaque fois. On a un parallélisme qui souligne une gradation ici, puisque parti est plus faible que quitter. Parti, bon, ça peut ne pas être grave. Quitter, c'est plus précis dans la façon de le dire. Et abandonner, ça montre bien le ressenti terrible de la famille à ce moment-là. Donc, je répète, on a ici un parallélisme
induit par le lorsque tu, donc à chaque fois c'est les compléments circonstanciels de temps. On avait vu que le temps était très important dans la pièce, hein, on reverra ça aussi. Donc on a les compléments circonstanciels de temps, lorsque, à chaque fois. On a un parallélisme introduit par le lorsque, tu et le verbe. Et on a également une gradation, puisque de partie, on passe à quitter et on va jusqu'à abandonner. D'accord? Donc là aussi, à travers tous ces parallélismes, on a une épanorthose, puisque Antoine, finalement, recherche le mot juste. Il pense que partie n'est pas suffisamment fort, donc il met quitter, et puis après, il emploie directement le terme abandonner. C'est bon pour vous, là, où il faut que je répète ce verset-là? Il est important, celui-ci. Ça va? Ou vous êtes perdu? Non, c'est bon? Je continue? Non, c'est bon. Je sens moins de motivation que tout à l'heure. Hein. Donc, complément circonstanciel de temps, à chaque fois, parallélisme, lorsque, avec le tu et le verbe à chaque fois, et également gradation, puisque de partie on passe à quitter, on passe à abandonner, et évidemment cette gradation montre bien l'épanorthose, puisque Antoine recherche à chaque fois le mot le plus juste, et donc lui, il se sent abandonné. Je ne sais plus quel mot définitif, tu nous jetas à la tête, et donc là, on a un petit élément finalement de la scène de départ de Louis, puisque là on a quelques indices. On sent bien que ce départ a été violent. On a le mot définitif qui nous montre bien à quel point voilà ça a créé une cassure, une coupure au sein de la famille. On a le verbe jeter, tu nous jetas à la tête. Donc là, évidemment, c'est une métaphore, mais ça souligne la violence probablement des propos de Louis. Donc à travers le verbe jeter et à travers l'adjectif définitif, on a quelques indices sur le départ finalement de Louis qui a été extrêmement violent. Donc c'est le seul moment où on va en avoir en fait. Hein. Je dus encore être le responsable. La conséquence finalement, et c'est là grâce à ce verset qu'on la voit, la conséquence pour Antoine du départ de Louis, eh bien ça a été la responsabilité. On le voit à travers l'adverbe encore. Encore montre bien que c'était pas déjà la première fois que Antoine, en tant que frère, a dû prendre la relève de Louis qui était finalement faillible. Louis n'a pas réussi à garder son statut d'aîné. Donc là encore, l'adverbe montre que c'était déjà pas la première fois et qu'il a dû être responsable. Et c'est un petit peu comme si Antoine finalement en voulait à Louis de lui avoir volé un peu sa vie, puisque Louis en tant qu'aîné aurait dû être le responsable, aurait dû, voilà, l'aîné en général dans la fratrie, c'est celui qui seconde les parents, c'est celui qui aide, c'est celui qui aide à l'éducation des enfants suivants. Or là, finalement, Louis, il est parti. Et donc, c'est Antoine qui a récupéré ce rôle-là. Et donc, Antoine lui en veut pour ça. Ce qui est amusant, c'est qu'Antoine en veut à Louis pour des choses qui finalement, qui sont très, qui sont peu reprochables. Il lui reproche d'être toujours malheureux et il lui reproche finalement d'avoir dû endosser le rôle de la responsabilité, ce qui en soi n'est pas quelque chose de dramatique non plus. Donc je dû encore être responsable, être silencieux et admettre la fatalité et te plaindre aussi. Donc j'ai dû encore être le responsable, être silencieux et admettre la fatalité. Là encore, on a une gradation. Responsable, silencieux, admettre la fatalité. Et cette gradation arrive à son paroxysme avec te plaindre aussi. Puisque finalement, il a dû donc endosser la responsabilité que Louis aurait dû avoir. Être silencieux, ça veut dire ne rien dire, ne pas parler. En gros, soulager la famille, quoi. Admettre la fatalité, admettre cette idée que Louis, voilà, c'était toujours le plus malheureux et que ce sera toujours comme ça. Mais pire que tout, la gradation atteint son paroxysme et te plaindre aussi. Et d'une certaine façon, il a dû, plaindre la situation de Louis, dire aux autres, oh le pauvre Louis, c'est comme ça, sa vie elle est comme ça, c'est terrible. Et donc là, on voit bien que Antoine, il a du mal à supporter et il a du mal à vivre avec ça. D'accord ?
Donc là, on voit qu'il y a vraiment une violence qui oppose les deux frères. Les deux frères sont vraiment, là, on a vraiment les deux frères ennemis. On a Caïn et Abel. On a les fils dans l'apologue du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue revient, on a vraiment une sorte de conflit finalement qui est absolument insolvable. Et au verset 20, finalement, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus positif, puisque là, il dit « m'inquiéter de toi à distance ». Et c'est là où on voit que malgré tout, dans ce verset-là, il y a de l'amour pour son frère. Jusque-là, on a l'impression finalement qu'il n'y avait que des reproches. Mais au verset 20, on s'aperçoit ici que vraiment, Antoine s'est inquiété pour lui. M'inquiéter de toi à distance montre bien, souligne l'impuissance finalement d'Antoine. Et là, jusqu'à là, on avait l'impression qu'il le critiquait sans cesse, mais là, on s'aperçoit de l'amour qu'il peut y avoir entre les deux frères. Et ne plus jamais oser dire un mot contre toi, et ne plus jamais même oser penser un mot contre toi. Donc là encore, au verset 21, on a un parallélisme, ne plus oser et contre toi. Donc là, on a un parallélisme, là encore, qui est sous forme de gradation, puisque dans un premier temps, c'est oser dire, et dans le deuxième parallélisme, c'est oser penser. Donc on a vraiment une évolution finalement, ce qui fait que Antoine s'est refusé même de penser du mal contre son frère. C'est-à-dire qu'en fait, il a suivi une sorte de lavage de cerveau pour ne pas critiquer son frère, ne pas le dire devant sa famille. Donc, dans la première partie du parallélisme, c'est vraiment il doit rien dire contre sa famille. Et la deuxième partie du parallélisme, c'est il ne doit plus penser et donc il s'est obligé à se transformer lui-même. C'est bon pour ça? Toujours là? Toujours c'est présent. Toujours là. Vous m'arrêtez, hein, surtout si vous comprenez pas. Hein. C'est pas parce qu'on est en distanciel, faut pas vous laisser dire des choses que vous ne comprenez pas. Et si ça va trop vite dans la prise de notes, c'est pareil. Hein. Vous criez et je ralentis. Donc au verset 22, restez là comme un benêt à t'attendre. Et c'est là aussi on voit toute l'impuissance d'Antoine. Rester là, ça montre qu'en fait Antoine n'a pas moyen d'agir. Rester là à attendre, donc il n'a absolument aucun moyen finalement d'intervenir. Et la comparaison comme un benêt montre bien aussi ici, à travers cette comparaison, à quel point Antoine se sent inférieur à son frère. Là, on a vraiment une expression finalement de ce mal-être. Cette comparaison, comme un benêt, montre bien ce que ressent Antoine. En gros, ne le dites pas comme ça à l'oral, mais en gros, il se sent nul par rapport à son frère. Donc, on a vraiment le ressenti d'Antoine ici. Donc là, c'est un cri de souffrance finalement qu'il ressent. Donc, au verset 23, moi, je suis la personne la plus heureuse de la terre. Donc là, dans cette partie-là, il va développer en fait ce qu'il n'a pas pu dire quand il disait que Louis était en gros le personnage tragique par excellence et que lui, Antoine, il était supposé être la personne la plus heureuse. Donc il va revenir sur ce moment-là puisqu'il doit ressentir qu'il ne l'a pas suffisamment dit. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce verset commence par la tournure emphatique « moi, je ». Normalement, quand vous parlez, on vous demande de pas alourdir, de pas dire moi je. Quand vous le faites, ça montre quoi? Qu'est-ce que quand on va utiliser le pronom moi avant le pronom personnel je, qu'est-ce que ça montre quand on le fait? C'est pas normalement correct, mais quand on le fait, ça veut souligner quoi? À votre avis? Qu'on va pas bien généralement et du coup on a besoin de parler de soi-même et on veut bien préciser que c'est de nous dont on parle. Oui, mais le fait de préciser qu'on est en train de parler de nous, ça souligne quoi finalement? Moi, je fais comme ça. On essaie de se convaincre un peu. Mais qu'il a besoin de Non. reconnaissance un peu, qu'il a besoin de s'affirmer.
Alors oui, effectivement, il a un besoin de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il va montrer ce que lui ressent et donc forcément ça va permettre d'expliquer son ressenti. Mais le fait qu'il insiste sur moi-je, et c'est pour ça qu'on vous dit, vous, à l'oral, de pas insister. Parce que quand vous faites moi, je suis comme ça, moi, je pense Ah, comme c'est ça, prétentieux. C'est prétentieux. alors ouais, enfin, alors prétentieux, c'est peut-être un peu fort, mais ça souligne en fait l'opposition que vous ressentez alors avec les autres. Le fait de dire moi je, c'est voilà, moi je suis comme ça, vous vous êtes différent. Donc ça montre la différence qu'on ressent vis-à-vis des autres. Et quand évidemment on dit moi je suis quelqu'un de bien ou moi je suis une personne intègre par exemple, bah ça veut dire que les autres à qui vous parlez finalement ne le sont pas. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement violent comme façon de parler. Donc, cette tournure Ok. emphatique du moi-je, elle est vraiment violente ici. Moi, je suis la personne la plus heureuse de la Terre, c'est parce qu'Antoine le ressent comme ça. À quel moment on avait eu une tournure emphatique dans le texte? Mhm. Alors, on a déjà vu ça dans le texte. Regardez rapidement. Non, personne. Regardez le verset 1. Soit vous vous êtes endormi, soit je vous ai perdu. Dans tous les cas, au secours. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, vous m'entendez, mais vous me comprenez pas du coup. Pas vraiment. Donc, voilà, bon, je recommence. Ce que je voulais vous faire dire, c'est que moi, je suis la personne la plus heureuse de la Terre. On a une tournure emphatique, une emphase, une amplification, puisque on a le pronom moi qui est ajouté. Eh bien, ça fait écho en fait au verset 1. Et nous sommes fait du mal à notre tour. Et dans un premier temps, Antoine parlait au nom de la famille. Et là, au verset 23, il se met à parler en son nom à lui. Donc on voit qu'on a une évolution. C'est-à-dire que du chef de famille, du chef de clan qui parle au nom de la famille, finalement, là, il va finir par parler en son nom et vraiment exprimer ici sa frustration. Et donc, moi, je suis la personne la plus heureuse de la Terre. On est bien d'accord qu'ici, il est en train de parler par antiphrase. Il pense exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire. On est dans l'ironie, donc il parle par antiphrase. Ça veut dire exactement le contraire. Je suis la personne la plus malheureuse de la Terre. Évidemment, on a une tournure ici qui est hyperbolique. D'accord? Il est dans l'exagération dans un sens comme dans l'autre. Quand il dit je suis la personne la plus heureuse de la Terre, il est dans l'exagération, mais ça veut également, ça veut dire en fait qu'il est la personne la plus malheureuse de la Terre, et là il est également dans l'exagération. Donc on voit bien que Antoine a une vision comment dire, exacerbée, exagérée en fait de sa propre situation. Là, il est en train de perdre le contrôle en fait. Et donc, il est en train d'exprimer un sentiment profond et il est probablement dans l'exagération, même si c'est comme ça qu'il l'a ressenti, que lui ne s'en rend pas compte. Donc, moi, je suis la personne la plus heureuse de la Terre et il ne m'arrive jamais rien. Là encore, on est dans l'exagération, on est dans l'hyperbole, puisqu'en fait, il veut souligner l'idée que si Louis a le monopole de tous les malheurs, eh bien lui, Antoine, il doit être toujours heureux. Et donc, il montre à quel point, finalement, il ne lui arrive jamais rien. Évidemment, c'est pas vrai. Il est en train de dire, mais si moi, il m'arrive des choses, mais à côté de Louis, c'est rien du tout. Donc, en gros, il est en train de dire qu'il n'a pas le droit d'exister par rapport à Louis. Donc, et il ne m'arrive jamais rien. Et m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre puisque, à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. Là, vous ouvrez bien grand vos oreilles, du verset 24 au verset 26, on a un chiasme. Le premier élément du chiasme, c'est « et il ne m'arrive jamais rien ». Donc, on l'a au verset 24 et on l'a au verset 26. C'est bon pour vous? Donc ça, évidemment, c'est une reprise, d'accord? C'est exactement le même verset qui est repris à l'exception de la conjonction de coordination « et », mais c'est une reprise. Donc là, on a l'élément A de notre chiasme et l'élément B de notre chiasme, c'est à l'intérieur du verset 25. Et
m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre puisque à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. Donc là, l'élément B, m'arrive-t-il quelque chose, je ne peux me plaindre, sous-entendu, de ce quelque chose, puisqu'à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. Donc, l'élément B, c'est m'arrive-t-il quelque chose, je ne peux me plaindre. Donc là, on a vraiment un personnage qui est enfermé dans cette idée de « il ne lui arrive jamais rien », qui est martelé ici un petit peu comme un refrain. C'est bon pour vous? Oula. Oui? Non? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, on avance. Ce n'est pas pour une seule fois, une seule petite fois, que je peux lâchement en profiter. Donc là encore, c'est la suite. Hein. Donc ce n'est pas pour une seule fois, sous-entendu qu'il m'arrive quelque chose, une seule petite fois, sous-entendu petite à côté de Louis, où Louis lui arrive toujours des choses absolument terribles, que je peux lâchement en profiter. On va revenir là-dessus. Donc ce n'est pas pour une seule fois, une seule petite fois. Là encore, on a une épanorthose puisqu'on a une précision de la pensée. Il rajoute l'adjectif petite. Et donc cette épanorthose, elle souligne toute la frustration finalement d'Antoine et montre à quel point finalement, ça insiste sur le fait qu'à lui, comme il lui arrive jamais rien, le jour où il lui arrive un tout petit quelque chose, en gros, il peut pas se plaindre. Donc, que je peux lâchement en profiter, ce verset 29, il est extrêmement intéressant puisqu'il est en train de dire, la fois où il m'arrive quelque chose, franchement, je peux même pas en profiter. En gros, je peux même pas dire je vais me plaindre parce que finalement, c'est pas pour une fois où il m'arrive quelque chose que je vais pouvoir me plaindre. Et donc, ça, c'est terrible parce que cette expression, elle est très paradoxale. Il est en train de dire, quand il m'arrive quelque chose de grave, je peux pas en profiter. Sous-entendu, Louis lui a volé son statut de victime d'une certaine façon. Louis est la victime, est toujours la victime. Et les fois où il arrive quelque chose à Antoine, eh bien, il peut même pas se faire plaindre. Il peut même pas prendre la place de Louis quelques instants. D'où le lâchement, l'adverbe, en profiter, qui ici est paradoxal, puisque finalement c'est profiter d'une situation désagréable. En gros, ce que voudrait Antoine, il voudrait se faire plaindre lui aussi de temps en temps. Bref, il voudrait pouvoir être à la place de Louis. Donc là, on a une frustration, on a une jalousie. Antoine envie la situation de Louis. Alors évidemment, après coup, cette réflexion, elle va être terrible. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi Antoine, ce qu'il est en train de dire là, ça risque d'avoir des répercussions terribles. Ça, c'est à vous, je vous écoute. Parce qu'il remet en question toute sa famille, peut-être. Alors oui, on peut dire qu'effectivement, il ne remet pas juste en question Antoine, il remet en question toute la famille par rapport à son statut, mais essayez de vous projeter quand ils vont apprendre la mort de Louis, et notamment quand Antoine va apprendre la mort de Louis, qu'est-ce qui risque de le hanter? Le fait de lui avoir dit ça, le fait de s'être fâché avec lui. Oui, le fait de s'être fâché avec lui et puis de lui avoir dit « Oui, mais toi, tu as toujours en gros le monopole de la douleur, tu as toujours le monopole de la tristesse. Moi, même quand il m'arrive quelque chose, je peux même pas me plaindre, je peux pas en profiter. » Mais il est en train de lui dire ça alors que finalement, lui, il est en train de mourir. D'accord? Et finalement, ses propos ne font que conforter la situation de Louis. Effectivement, il arrive toujours quelque chose à Louis. Il arrive toujours quelque chose de très grave à Louis. Et sans le savoir, Antoine est en train de conforter cette idée-là. Donc c'est absolument terrible. Il est en train de dire, il t'arrive toujours quelque chose de grave, moi je peux jamais me plaindre. Voilà, il est en train de lui vomir ça en fait à la figure. Et au final, c'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Et là, il est en train de, comment dire, Antoine, là, tout ce qu'il reproche à Louis depuis le début, c'est pas très concret. Lui, il le vit très mal, et effectivement, je pense qu'il a du mal à supporter ça. Madame, on vous entend plus. Ah, mince. Madame, Oui. vous Non, si, on vous entend encore, plus. normalement. J'ai bien peur, Alexis, que tu sois le seul à pas m'entendre. Oups. Les autres, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends en tout cas. Bon.
Ou alors est-ce que tu es le seul, Antoine, Non, à allez, m'entendre? Je ne je sais sais pas. pas. Sinon, Alexis a peut-être des Non, problèmes de c'est bon, ça, connexion. ça s'est rétabli, c'est bon. C'est bon? Ouais, Oui. d'accord. Donc, je continue. C'est dur de parler qu'avec 2 élèves. J'ai vraiment du mal avec ces cours à distance. J'ai l'impression que tous les autres, ont mis leur micro, mais il est coupé et qu'en gros, il y a du monde, mais que personne ne s'intéresse à ce qui se passe. C'est très perturbant. Essayez de vous investir, de montrer que vous êtes là parce que je sais même pas si en fait, il y a qu'Antoine qui m'entend ou pas, au final. Ah non, mais Et je suis elle là aussi, madame. Tout le ah temps. bon. Parce Ah que bah oui, oui Mario, merci. Tout Ah va bien. non. moi, en fait, je Ah. vous entends, et après ça coupe, et après ça revient tout seul. Donc, du coup, Ouais, mais je pense pas que ça vienne de moi. J'ai bien peur, Alexis, que ça vienne de ta connexion. bah, Bon, j'espère que Céline, du coup, arrivera à tout noter. Tout va bien. Bon, bah super alors. Bon, voilà. T'inquiète pas, du coup, Alexis, Céline arrive à noter. Bon, c'est le principal. Bon, allez, on continue, on va pas s'en sortir. Et les petites fois, elles furent nombreuses, ces petites fois, où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger. Donc là, ce verset 30 et 31 montre bien à quel point Antoine a souffert. Cette répétition de les petites fois, ces petites fois, donc avec les panorthos toujours, montre bien à quel point Antoine a l'impression d'avoir souffert de nombreuses fois. Elles furent nombreuses, insiste bien sur le fait que voilà, il se sent lui aussi victime. Et quand il dit j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger, cette métaphore montre bien, symbolise bien sa douleur. C'est-à-dire que plusieurs fois, il a été couché par terre et il a eu du mal à se relever. Mais à chaque fois, il a dû se relever. Il n'avait pas le choix. D'accord? Donc, il montre bien, Antoine, que finalement, il n'avait pas le choix. Avec cause de ses responsabilités, à chaque fois, dès qu'il lui arrivait quelque chose de très difficile, eh bien, lui, il devait avancer. Donc, il continue, où j'aurais voulu rester dans le noir sans plus jamais répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées et j'en ai des centaines dans la tête. Donc là encore, on a un chiasme du verset 30 au verset 33. Donc, l'élément A du chiasme, c'est les petites fois. Les petites fois, elles furent nombreuses. Donc, avec cette idée de plusieurs malheurs. Donc, on l'a au verset 30, ce A, et on l'a au verset 33. Ces petites fois, je les ai accumulées. Et on a cette idée de difficulté, de malheurs qui l'ont mis à terre. Donc, ça, c'est l'élément B. J'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger. Et le deuxième élément B, j'aurais voulu rester dans le noir sans plus jamais répondre. Donc là, on a l'élément B de ce chiasme. Donc je répète, on a un chiasme du verset 30 au verset 33. Avec l'élément A, ce sont les petites fois, et il insiste sur le fait qu'elles sont nombreuses. Et l'élément B, c'est l'idée d'être complètement abattu, couché au sol, couché par terre et ne plus jamais bouger. Donc ça montre bien que finalement, Antoine, il a été anéanti par ces nombreux petits soucis qu'il a dû connaître. Peut-être que Louis a le monopole du gros problème, du héros tragique, mais lui, Antoine, il a le souci des petits problèmes quotidiens. Et c'est là où ça fait écho encore à la parabole du fils prodigue. Le fils qui reste, il a les soucis du quotidien de la famille, alors que celui qui s'en va, finalement, il est parti. D'où la jalousie des frères. Et toujours, ce n'était rien au bout du compte. Donc, et toujours, ce n'était rien au bout du compte, sous-entendu, moi, mes problèmes à moi, ils ne comptaient pas. Donc, ce verset 34 montre bien la souffrance d'Antoine, qui pense finalement que tout ce qu'il ressent ne compte pas à côté de tout ce que Louis peut ressentir. Verset 35, qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas en faire état, je ne saurais pas les dire, je ne peux rien réclamer. Donc, qu'est-ce que c'était? Évidemment, là, on a affaire à une question rhétorique qui montre bien à la fois la souffrance d'Antoine et puis son exaspération aussi. Donc, je ne pouvais pas en faire état, je ne saurais pas les dire et je ne peux rien réclamer. Là, sous forme, alors c'est pas un vrai parallélisme parce que si ce n'est avoir la forme pronom, verbe et la négation, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ici une gradation. Je ne pouvais pas en faire état, je ne pouvais pas les dire, je ne pouvais pas réclamer. En faire état, en gros, c'est je pouvais pas les formaliser, je pouvais même pas souligner que j'avais un problème.
je ne pouvais pas les dire, donc évidemment les prononcer, les verbaliser, et je ne pouvais rien réclamer, comme je ne pouvais pas, ne serait-ce qu'en parler, finalement je ne pouvais rien attendre en retour. Donc là, du verset 36 au verset 38, on a une gradation dans la formulation, faire état de ses contrariétés, les dire, et puis réclamer une attention particulière. Particulière. Donc on voit bien qu'on a un personnage qui est en grande souffrance ici, et qui a l'impression finalement de ne pas avoir pu communiquer. Et c'est ça qui est intéressant ici, puisque ces trois situations-là, du vers 36 au vers 38, faire état, dire, réclamer, tout ça, ça fait écho au langage. Et on voit bien que dans cette pièce de théâtre, la communication est le gros problème. Vous l'aviez souligné dans vos fiches de lecture, l'absence de communication, la difficulté à la communication est l'un des thèmes principaux de cette pièce, puisque finalement, les personnages n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent. Et donc là, Antoine arrive à le verbaliser, il arrive à le dire. Il arrive à dire qu'il ne peut pas le dire, justement. Et tout en étant en train de le dire. Alors là, je sens que je vous ai perdu. Donc, il est en train de dire « Je ne peux pas te dire à quel point il est difficile de dire les choses quand ça ne va pas dans ma famille, dans notre famille, mais en même temps, il est en train de le dire. » Donc finalement, Antoine, et c'est là l'intérêt finalement de cette tirade, il est en train de dire à son frère tout ce qu'il ressent. Il parvient, lui, en fait, à extérioriser tous ses sentiments. Toute cette accumulation, toute cette peine et cette tristesse accumulée, c'est Antoine qui va pouvoir le dire. Finalement, c'est lui qui va être soulagé. Alors que Louis est venu pour dire qu'il va mourir, eh bien finalement, il ne pourra rien dire, lui, il ne va pas pouvoir s'exprimer, mais sa venue n'aura pas été vaine, puisque Antoine va quand même pouvoir dire ce qu'il ressent, et il va pouvoir lui dire ce qu'il ressent. Même si cet aveu est à double tranchant, hein, peut-être que derrière ça va le hanter pour le reste de sa vie, mais au moins il aura pu extérioriser. Ça fait au moins un personnage de cette famille qui arrive à extérioriser et à dire les choses. Et donc on continue, et c'est comme s'il ne m'était rien arrivé, jamais. Et c'est vrai qu'il ne m'est jamais rien arrivé, et je ne peux prétendre. Et donc là, avec la reprise de l'adverbe jamais et l'idée d'arriver, Antoine souligne bien qu'il vit une vie où il ne lui arrive jamais rien. Donc sous-entendu qu'il a une vie monotone, une vie lassante. Et là, on comprend par là qu'il envie finalement la vie de Louis. Je ne peux prétendre, en gros, il ne peut même pas prétendre à vivre, en fait. Puisqu'il ne lui arrive jamais rien. Pour lui, sa vie est une non-vie, est une non-existence, puisqu'il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, et puis voilà, il lui arrive jamais rien. Donc voilà, donc si on résume, là, dans ce passage, on a une tirade, la tirade extrêmement importante d'Antoine, qui va pouvoir se confier à Louis, qui va pouvoir dire, extérioriser ce qu'il ressent, montrer sa frustration. On s'aperçoit finalement que les deux frères ont tendance à vivre la même chose. Ils ont tous les deux l'impression d'avoir joué un rôle et que finalement ils ne vivent pas, mais qu'ils le vivent la façon dont les autres s'attendent à la façon dont ils doivent se comporter. Donc Antoine, lui, à la différence de Louis, va pouvoir extérioriser, va pouvoir dire ce qu'il ressent, alors que finalement Louis restera mutique et ne pourra pas s'exprimer. C'est un passage qui est vraiment empreint d'émotions, empreint de sentiments. Et puis, vous pourriez ouvrir, alors pas tous, hein, parce que sinon, mais sur l'excellente reprise dans le film de Dolan, où Antoine est en train de parler dans la voiture à côté de Louis, est en train de s'exprimer, et où la scène est particulièrement bien jouée, puisqu'on ressent à ce moment-là toutes les émotions. Puisqu'on a un Antoine qui a l'impression d'avoir été dépossédé de sa vie à côté du héros tragique que joue Louis à la perfection. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que pour cette analyse linéaire, ça roule ?
Oui, c'est bon. Oui, Autant ça pour moi, va, en tout cas. on a tout ça. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est difficile finalement la pièce de Jean-Luc Lagarce, enfin les 3 extraits là, est-ce que ça vous semble difficile pour un passage à l'oral, ça? Bah, je pense pour un passage à l'oral, Ouais, plus. hmm. C'est ça plus Moi, difficile bon. qu'un poème, par exemple, mais ça va. Ah ouais? Oh, c'est amusant, j'aurais pas dit. Moi, je trouve que ce qui est facile sur ces textes-là, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à dire. Et que même si vous ratez un verset, même si vous avez oublié de dire quelque chose à l'oral, bah, il y a tellement de choses à dire sur le suivant que vous pouvez largement tenir 10 minutes. La difficulté, ça va être de gérer votre temps plutôt et de savoir comment vous allez pouvoir vous organiser et gérer les choses. Mais sinon, je veux dire, vous pouvez pas rester mutique devant un texte comme ça. Après, vous pouvez avoir l'impression de vous répéter, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je voulais revenir avec vous sur vos épreuves communes de français, parce qu'évidemment, ces petites choses-là vont revenir. J'ai essayé de négocier pour que vous puissiez avoir votre oral blanc à la rentrée des vacances d'avril. Donc, ça serait la première semaine des vacances d'avril, mais ça vous laisse quand même le temps des vacances d'avril pour tout remettre en place, votre carnet du lecteur, enfin vraiment que vous ayez tout, et ça vous laisse le temps aussi de faire toutes vos fiches bac. Et donc, après les vacances d'avril, vous allez passer sur tous les textes qu'on a vus depuis le début de l'année, plus probablement les 2 autres qu'on aura eu le temps de faire. D'accord? Ça, c'est pour l'oral. Pour l'écrit maintenant, vous allez avoir un autre devoir de 4 heures, probablement le mercredi avant les vacances. Donc le mardi ou le mercredi avant les vacances. Ça veut dire que là, la correction qu'on a faite, il va falloir la regarder, il va falloir s'en imprégner. Et je vais vous mettre ce soir, j'avais dit déjà aux autres que je le mettrais hier et j'ai oublié, je vais vous mettre ce soir un commentaire littéraire, donc un texte. Et pour ceux qui ont envie de s'entraîner, eh bien vous allez pouvoir vous entraîner chez vous. Je vous laisserai évidemment, l'idéal ce serait pas de me le rendre au dernier moment, que j'ai le temps de vous le corriger avant le devoir écrit de 4 heures pour que vous puissiez progresser. Et donc je vous donnerai un texte donc, qui n'existe pas, dont vous ne trouverez pas le corrigé, perdez pas votre temps. Hein. Sur internet, je vais prendre un roman contemporain. Et donc comme ça, vous me ferez une analyse de ce texte de façon à ce que, voilà, à vérifier vos compétences. Donc l'idée pour faire ça, ce commentaire littéraire, ce qui serait bien, c'est que vous vous bloquiez 4 heures. Voilà, mais en même temps, comme c'est un devoir maison et que vous avez tout le temps disponible, si l'idée c'est d'essayer de le faire en 4 heures, mais si vous voyez qu'en 4 heures vous n'avez pas terminé, faites-le en 6 heures ou en 8 heures. Si jamais vous n'avez pas le temps, alors ce serait un devoir, évidemment l'information est importante, un devoir en plus, c'est-à-dire que c'est un devoir facultatif. Soit vous souhaitez le faire, soit vous ne souhaitez pas le faire. Si vous le faites, je propose une note. Si la note vous plaît, vous la gardez. Si la note ne convient pas, on l'oubliera. L'idée, c'est vraiment de progresser sur l'exercice du commentaire. Mais si, par exemple, vous n'aviez pas le temps de le rédiger dans son intégralité, mais que vous ayez le temps de me faire une introduction, une conclusion et un plan, c'est le minimum. Hein. À ce moment-là, vous pouvez toujours me montrer ce que vous avez fait sur ce texte de commentaire. D'accord ? Je veux bien le regarder. Je pourrais pas le noter parce que ce sera pas notable, mais je voudrais bien le regarder. De même que si vous n'avez le temps que de me rédiger une grande partie, je regarderai aussi. Ce sera pas notable, mais je regarderai. Ça peut vous aider à progresser. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non, du coup, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, j'essaie de vous mettre ça d'ici ce soir, donc ce texte de commentaire, de façon à ce que vous le regardiez. Donc là, votre travail à vous pour aujourd'hui, c'est de me faire la fiche bac de ce texte-là, parce que là, c'est facile. On vient de le voir, on vient de le travailler. Si vous le faites aujourd'hui, ça va être facile. Ensuite, vous lisez donc crise familiale, crise personnelle. Vous essayez de me faire une petite synthèse ou si vous n'y arrivez pas, une petite réflexion sur le sujet d'une dizaine de lignes.
Ensuite, vous réfléchissez, mais on a déjà dit plein de choses, hein, sur le côté tragique de la pièce Juste la fin du monde, donc sur la 2e heure. Et puis ce soir, où je vous laisserai peut-être vous jusqu'à demain parce que vous avez tout à faire en même temps, demain je demanderai à des élèves de me montrer leur travail. D'accord ? Demain, par contre, vous allez me faire le travail sur la négation. Et donc là, on a vu le point de grammaire qui est l'interrogation. Là, on va travailler sur la négation. Donc, vous allez prendre toutes les fiches dans l'ordre, vous allez regarder. Alors, dans les fiches, rappelez-vous, il y a la leçon, il y a la synthèse de la leçon à travers le tableau récapitulatif, le dessin récapitulatif. Et puis, vous avez une feuille d'exercice où on vous demande d'analyser les négations. Donc ça, vous allez me le faire demain, d'accord ? Et puis ensuite, sur la 2e heure, vous pourrez regarder, je vous ai donné, mais ça c'est corrigé, c'est déjà fait, je vous ai donné des phrases qui sont tirées de Juste la fin du monde et qui sont entièrement analysées comme ce que vous devriez faire, on va dire, dans l'idée la plus parfaite le jour du bac. Donc ça, vous regarderez. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la semaine prochaine, la négation, c'est quelque chose de compris, d'acquis. Si, par exemple, jeudi de la semaine prochaine, c'est un exemple au hasard, j'avais envie de m'assurer que vous ayez parfaitement compris la négation, je pourrais vous poser des questions sur la négation. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez bien compris ce qui est en train de se passer là ? Si jeudi de la semaine prochaine, j'avais envie de vous poser des questions sur la négation, vous sauriez m'expliquer. D'accord ? Oui ? Bah, pourquoi vous Oui. c'est stupide. Pourquoi ce Ça serait... sert à rien. Ça sert à rien Parce de quoi ? que non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de vérifier, on va le faire tout Oui. pas de problème. Oh bien, je suis sûre, ça, je suis convaincue que vous allez faire le travail, mais ce sera non seulement fait et parfaitement maîtrisé. Et donc, non, je ne sais pas si je vous ferai l'insulte de le vérifier, mais sait-on jamais, sait-on jamais. Bref, pour jeudi de la semaine prochaine, vous savez, vous maîtrisez parfaitement la négation. Ça veut dire que concrètement, vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Regardez votre fiche séquence aussi, parce que dans votre manuel habituel, enfin le gros manuel, celui qu'on n'utilise pas souvent, je crois, mais c'est marqué sur la fiche séquence que c'est à la page 399 que vous avez tout le cours extrêmement approfondi, extrêmement développé sur la négation. Il me semble que c'est page 399, mais je le dis de mémoire, mais quoi qu'il arrive, c'est noté sur la fiche séquence. Donc n'hésitez pas à aller regarder partout et de toute façon, si vous aviez des questions, on prendra 5 minutes pour en reparler mercredi pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, c'est bon pour vous ? Oui. Vous avez Oui, tout, c'est bon. tout enregistré, tout accumulé. Bon, n'hésitez pas à envoyer un petit message si jamais c'était compliqué, si jamais il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas. Là, faites vite la fiche de bac parce que plus vous la faites vite, mieux c'est. Et puis à partir de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me donner vos fiches bac à corriger, que je puisse les regarder, parce que je pourrais pas toutes les regarder. Imaginons que vous décidiez la veille des vacances de tous m'envoyer vos fiches bac. Je vais pas pouvoir corriger 60 élèves fois 12 fiches bac, peut-être même 14 à l'époque. Je pourrais pas tout corriger d'un coup. Donc, pensez à étaler, que je puisse regarder un petit peu. Bon, bah voilà, jeunes gens, on a terminé. Voilà, je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis, si vous avez un souci, vous m'envoyez un petit message. Non, mais j'ai Oui. enregistré la visio comme la dernière fois, je la mets comme d'habitude. Ah, c'est génial, tu es parfait. J'ai même pas pensé à t'en reparler. Oui, tu la mets comme d'habitude, ce sera Ok. bien. Bah, surtout pour Alexis, à qui il a manqué des bouts, visiblement. Ce sera mieux. Super, merci. Bon, bah, très bien, jeunes gens, je vous souhaite une bonne journée. Aérez-vous un petit peu, il fait encore beau aujourd'hui. Sortez un petit peu, faites du bien tant qu'on n'est pas confiné et qu'on peut sortir un peu. Allez, bonne journée à vous avec le petit chien Merci, à vous aussi, qui vous dit madame. bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir.